Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie de l'entretien que Frédéric Bourboulon veut bien m'accorder. Frédéric Bourboulon, bonjour. Bonjour. À propos de Bertrand Tavernier et de la manière dont Bertrand Tavernier travaillait. Alors, nous en étions restés à La vie et rien d'autre, film compliqué à monter, vous nous avez dit, parce que la production, le sujet paraissait, peu excitant à beaucoup de producteurs, parce que celui des producteurs, en l'occurrence René Klethman, qui était le producteur d'Hachette, s'était lancé dans le Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau et ne pouvait pas assurer la production de La vie et rien d'autre, et puis aussi parce que la distribution, le casting n'a pas été tout à fait celle qui était prévue au départ. Et non, c'était un film... Bertrand voulait Fanny Ardant, qui l'avait accepté pour le film. Et il se trouve que cette malédiction qui l'a poursuivi pendant pas mal de films, puisque après Le Dimanche à la campagne, donc Sabine avait remplacé Nathalie Baye. Il y a une très belle phrase de Noiret. Un jour, je l'ai appelé pour un autre film. Je fais une digression, mais pour revenir à La vie et rien d'autre. Un jour, un peu tremblant, je lui propose un scénario d'un jeune metteur en scène, un premier film, qui s'appelait Eddie, un film de Stéphane Guérintillet, que j'aime beaucoup, pas sans maladresse, mais qui est un joli film. Et on devait le faire avec Michel Bouquet, qui devait reprendre au théâtre, qui avait déjà un âge certain, et qui nous avait laissé tomber à un mois du tournage. On avait interpellé Marielle pour le remplacer, qui nous avait dit non, et moi, tout tremblant, j'appelle Philippe en lui disant voilà, c'est un film, je dois vous prévenir que voilà, il était prévu pour un autre comédien. Il m'a dit mais Frédéric, le public il se souvient des gens qui font les films, pas ceux qui les ont refusés. Voilà. Donc ça, c'est pour revenir à La vie et rien d'autre, où finalement, de citer les noms comme ça me gêne un peu. Mais bon, comme c'est des raisons objectives et que... Oui, puis il n'y a rien de déshonorant. Il n'y a rien de déshonorant. Fanny, tant mieux pour elle et pour la jolie baladine, était tombée enceinte et aurait eu 6 mois à peu près à la fin du tournage, aurait été enceinte de 6 mois à la fin du tournage, ce qui aurait peut-être était un petit peu gênant, même si le film se tournait en hiver, etc. Il faut dire qu'à l'époque aussi, les assurances étaient très, 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 très timides. Et c'était une époque où on considérait encore, pour une femme, le fait d'être enceinte comme une maladie. Et les choses ont changé, les choses ont bien changé. Donc on n'avait pas réussi, même en allant dans tous les pays du monde chercher des assureurs, etc., on n'avait pas pu l'assurer. Il s'est agi donc de la remplacer. Et pendant qu'on faisait ces démarches auprès des assurances, il fallait quand même, comme la préparation avançait, que les films étaient déjà fragiles, qu'on savait que les financiers se serviraient de n'importe quel prétexte pour arrêter et mettre fin à l'aventure. Donc, on a un peu cherché une remplaçante, voilà. Et Philippe, tout de suite, nous a dit, on appelle Catherine. Et Bertrand pensait à juste titre... Catherine était Catherine Deneuve. Voilà, qui était très copine. Et ils avaient fait déjà 2 ou 3 films ensemble, dont le fameux film de Broca. Et Bertrand a pensé que si c'était Catherine Deneuve, la fin du film ne faisait aucun pli. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu de séduction qui s'imposerait immédiatement dès la première scène. Or, si on se rappelle de La vie et rien d'autre, la première scène de Sabine Azéma, c'est un tigre. Et que rien ne la prédispose à finir en amour, comme disent les Canadiens, avec Philippe Noiret. Donc, Bertrand décline, argumente, dit à Philippe, non, Catherine, c'est trop cousu de fil blanc, ça va pas aller, etc. Et on dit, parce qu'on peut lui faire lire en douce, elle est copine avec Fanny Ardant, Sabine, on lui a fait lire, elle dit, si jamais il y a un problème, je suis là. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà, je suis la remplaçante de service. Et on dit à Philippe, Sabine Azéma. Quoi? Ce garçon manqué? Non mais vous n'y pensez pas. Mais pas une minute, ça va le faire. Et tout.
Bon. Et donc, on repart penaud du rendez-vous avec Philippe. Moi, j'appelle Sabine, je lui dis, il veut pas de toi. Ah, elle me dit, où il habite. Je dis, bah, ça tombe mal, il est en train de tourner avec Richard Lester la suite des Mousquetaires à Madrid. Elle me dit, j'y vais. Elle revient 2 jours après, elle m'appelle, je sais plus. Elle me dit, c'est bon. Il accepte. Elle a été le convaincre. Ça, c'est un vrai truc de comédienne. C'est formidable. Elle a été le convaincre. Je me souviens du premier jour, on avait commencé le tournage déjà depuis 1 semaine ou 2, de son premier jour à Saint-Dizier dans un hôtel très, très modeste, on avait trouvé que ça. Et elle arrive à l'hôtel, m'appelle dans ma chambre, elle me dit, viens voir ma chambre. Et je monte dans sa chambre et il y avait, je sais pas, 200 roses blanches. Bienvenue Philippe Noiret. Et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. C'est extraordinaire, c'est des aventures. Et elle est inoubliable dans le film. Inoubliable. Un petit détail près, je trouve que ce béret ne lui va pas si bien qu'à Fanny. Moi, j'avais vu les essais sur les deux, de costumes. Elle a pris les costumes qui étaient déjà faits pour le film. Et puis, ça a été dur. Elle a eu du mal les premiers jours à choper le regard de Bertrand, qui était un peu troublé par rapport à ce qu'il avait imaginé du film. Elle a pas le même jeu. Et elle s'impose dans le film à un moment donné c'est incroyable. Je dirais, moi, elle est inoubliable dans ce film-là. Oui. Je me rappelle si elle a eu un César aussi pour celui-là, non? Enfin, le Dimanche à la campagne, elle avait pris le César, oui. Je crois. Dimanche à la campagne que Libé avait rebaptisé Sunday à la Cambrousse pour pouvoir dire pour Libération. Libération. Ah non, ils avaient titré Cornichon pâté de campagne. Ah oui. Ah oui, ils étaient toujours d'une agressivité pour les titres. Moi, j'en ai fait collection à une époque des titres. Ils étaient tellement de parti pris. La vie, rien d'autre, c'était l'ennui et rien d'autre. Ça commence aujourd'hui, ça s'était transformé à ça commence à bien faire. Enfin, vraiment, il y avait une haine de cette partie de la critique française qui a été. Ils ont tiré sur Bertrand pour des raisons qui sont, mais alors, d'une bêtise, qui sont dignes d'un album de Lucky Luke. Vous savez, celui qui se passe en Irlande, où il y a les O'Hara et les O'Timmins qui se bagarrent depuis des siècles. Et au bout d'un moment, 3 générations après, plus personne ne sait pourquoi, mais il faut continuer à se battre. Alors là, c'est pareil. C'est le sempiternel combat des tenants de positif contre ceux des cahiers du cinéma dont Bertrand avait pâti. Jusqu'au jour où Serge Danet, déjà très malade, avait appelé Bertrand pour qu'il lui rende visite, et il s'était vu. Et parce que Danet avait été ébloui par la guerre sans nom. Son documentaire sur les rappelés d'Algérie, avait trouvé magnifique le film, avait été très ému et avait trouvé sidérant d'apprendre qu'il pouvait y avoir de la neige en Algérie. Je me souviens de cette phrase que Bertrand m'avait rapportée. Si bien que les oukas se sont un peu oui, pour ceux des auditeurs qui sont ou trop jeunes ou trop éloignés du monde du cinéma, il faut dire que Serge Danet était un pape de la critique. Il écrivait à Libération et dans les cahiers du cinéma. Et il était un peu la dernière grande figure des cahiers du cinéma. Oui, derrière Bazin, c'était le grand pape de la critique française qui avait fait des émules un peu dans ces organes de presse-là. Donc, à partir de ce jour-là, parce que Libé a fait une bonne critique, je crois que c'était Lefort qui l'avait signé, une bonne critique de La guerre sans nom, ce qui a fait que, comme Bertrand se méfiait des critiques, lui qui en était un ancien, il les regardait pas directement le premier jour de sortie et quand elle paraissait, donc je l'appelais, et je l'appelle ce matin-là en lui disant, il y a une bonne critique de La guerre sans nom dans Libé. Il y a eu un blanc au téléphone, et il me dit, on fait un procès. Un trait d'humour qui lui ressemble. Voilà. Donc après, le documentariste tavernier a trouvé grâce auprès de ces gens-là, alors que l'auteur de fiction a toujours été traîné dans la boue jusqu'à la fin. Et au-delà de la fin. Et au-delà de la fin. Vous avez parlé de Philippe Noiret. Il y a, entre Bertrand Tavernier et Philippe Noiret, il y a une collaboration que vous avez observée, qui est une collaboration qui va très au-delà de la collaboration habituelle entre un cinéaste et l'un de ses principaux comédiens. Il y a dans les bonus, je crois, de la réédition en DVD de L'Horloger de Saint-Paul,
un extrait de la remise du prix Louis Deluc qu'il avait obtenu pour son premier film. Et je pense qu'il y a un extrait en noir et blanc d'un interview de Philippe Noiret. On lui dit, mais comment vous, acteur confirmé, vous avez pu donner comme ça votre accord sur un jeune débutant, etc. Et Philippe est tout de suite très cash et dit, parce que j'ai compris tout de suite que ça serait un cinéaste important et qui ferait beaucoup de films. C'est incroyable, alors qu'il n'en avait fait qu'un à l'époque. Et ben là, l'avenir lui a donné raison, lui. Alors, mais Noiret, il a fait plus que dire oui pour l'Horloger de Saint-Paul. Il s'est battu aux côtés de Bertrand Tavernier pendant 2 ans. Avec Jean Rochefort, surtout. Avec Jean Rochefort. Ouais. Pour que le film se monte, oui. Ouais. Parce que c'était un premier film compliqué, un sujet pas évident. Et oui, ça a été il a été très, 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 très poussé et encadré par ces 2 acteurs. Et vous les avez vus travailler ensemble, pas dans l'Horloger de Saint-Paul, vous n'étiez pas encore dans le coup, mais vous les avez vus travailler ensemble. Des coups de torchon, oui. Des coups de torchon, et justement, vous qui avez vu beaucoup d'autres tournages, et pas seulement avec Bertrand, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes producteur, pas que le producteur de Bertrand Tavernier, même si vous êtes son principal producteur sur le plus grand nombre, sur la plus longue durée et le plus grand nombre de films. Mais qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à ceux qui n'ont pas eu votre chance de ce que vous avez observé du travail en commun de Noiret et Tavernier? C'est très compliqué. La direction d'acteur prend parfois des chemins inattendus et chaque metteur en scène peut revendiquer une méthode qui est la sienne propre. Bertrand joue la direction d'acteur très en amont du tournage du film. Dans des lectures, il fait beaucoup de lectures avec ses comédiens. Alors que je vois parfois passer des interviews des réalisateurs et pas des moindres qui disent surtout j'ai besoin que l'acteur arrive complètement neuf sur un plateau, qu'il ne sache rien, etc. Donc vraiment il y a toutes les méthodes. Bertrand aime parler des personnages très en amont. Alors pour un film comme La vie et rien d'autre, c'était un film qui résonnait tellement dans l'intimité de Philippe, puisqu'il porte les décorations de son père dans son costume, qu'il a lui-même décidé d'avoir cette espèce de petite prothèse en cuir parce qu'il aurait été blessé. C'est le nécessaire à pique-nique de sa famille. Il apporte énormément et il s'est investi dans ce personnage. Voilà comment il travaillait. Il travaillait beaucoup sur le personnage en amont, à la fois avec Bertrand et à la fois aussi avec les costumiers. Je me souviens du costume de coup de torchon, cette espèce de t-shirt rose délavé. Oui, rose, cette saharienne, etc. Mais c'est beaucoup Philippe, ça. C'est beaucoup Philippe avec Jacqueline Moreau, la costumière, qui accessoirisait. Voilà, la direction de Bertrand, c'est la construction du personnage. Et une fois que que l'acteur est rentré dans le personnage, il n'y a plus de problème. C'est ce qu'il pensait. Sur le plateau, il est sur l'écoute du texte. Il regarde pas l'image, il n'est pas au combo. C'était d'ailleurs la spécificité un peu de notre relation. C'est-à-dire que moi, j'étais au combo. J'étais toujours présent avec Bertrand sur le plateau. Le combo, il faut dire ce que c'est. Oui, c'est un retour vidéo, moniteur, un retour vidéo sur lequel on voit le plan en train de se faire. Et moi, j'étais là uniquement pour lui signaler ou lui signifier peut-être des anomalies techniques ou une onde de perche ou un truc qui allait pas bien dans le mouvement de la caméra. Des choses comme ça, des choses basiques, techniques dont il se foutait. Lui, il se mettait au pied de la caméra, parfois tournait le dos aux comédiens pour mieux les écouter. Et avec les écouteurs sur les oreilles. Et c'était la justesse du ton. Et c'est pour ça que ces acteurs ont eu souvent des prix avec lui. C'est qu'ils sont formidables dans les films de Bertrand. Formidables. Je dirais, et tous. Et en plus, avec ce soin qu'il avait, cette gourmandise qu'il avait des seconds rôles. C'est vrai que chez Bertrand Tavernier, il y a beaucoup de rôles. Beaucoup. Sur Capitaine Conan, je sais pas combien, je sais pas combien de contrats j'ai pu signer, mais c'était. Et puis chaque rôle est défini, chaque rôle est caractérisé. C'est surtout ça, c'est cet amour du cinéma à la française. J'ai presque envie de dire ça. Il était tellement français, tellement pétri de ce cinéma qu'il adorait, ce cinéma de Duvivier, de ce cinéma de. Oui, quand on voit dans sa série Mes cinéastes de chevet, on voit bien où son goût le portait. Je veux dire, sur ce cinéma
personnages, de personnages du peuple le plus souvent. Je veux dire, quand chez Becker, sur Édouard et Caroline, quand il raconte tout ce qu'il raconte sur le cinéma de Becker, il vient de là, Bertrand. Et cette admiration qu'il a pour Sautet, je veux dire, Sautet, c'est aussi ses personnages. Son film de chevet de Sautet, c'est Max les Ferrailleurs. On voit bien la brochette de personnages qu'il y a dedans. Bertrand, c'est ça, voilà. Je pourrais parler de son admiration pour Renoir, mais il était fait de ça, Bertrand. Et c'est fou, c'est que c'est quelque chose qu'on ne lui a pas reconnu assez. Surtout à l'époque où maintenant le cinéma français, par manque de moyens ou par trop d'investissement sur peu de gens, maltraite un peu les seconds rôles, les petits rôles. Voilà, je trouve que ça se perd un peu, ça. Ça, c'est la grande marque de Bertrand. Oui, le monde des acteurs de Tavernier, ce monde dont vous parlez du cinéma, auquel il rend hommage de différentes manières, dans ses cinéastes de chevet, dans son voyage à travers le cinéma, c'est le monde de comédiens qui viennent beaucoup du théâtre, qui viennent beaucoup de la revue, qui viennent beaucoup du musical, enfin, qui ont le jeu je dirais, dans le tempérament et oui. Qui ont cette plasticité d'aller de la scène. Il adorait les comédiens. Ouais. Il adorait les comédiens. Et je me souviens du jour, par exemple, où on a vu Toretton pour la première fois. J'étais avec lui, à la Comédie Française, sur une mise en scène de Gildas Bourdet, du Malade imaginaire. Il y avait un jeune comédien de 27-28 ans à l'époque, qui s'appelait Philippe Toretton, qui jouait Thomas Diafoirus, qui était incroyable, de drôlerie. En plus, c'était une mise en scène très, très à la Bourdet, avec des masques, etc. C'était très comédia dell'arte. C'était très amusant. Et voilà, il a eu envie de connaître et puis il lui donne un petit rôle dans L627, puis après on connaît la suite. Et dans L627, il est formidable. Mais c'est un vrai petit rôle. Hein. C'est un petit inspecteur. Oui, voilà. On pourrait aussi évoquer la mémoire, hélas, la mémoire de Didier Bezas, puisque vous parlez de L627, que Bertrand adorait, dont il voyait toutes les mises en scène, qu'il adorait comme comédien, qu'il adorait comme metteur en scène et comme homme. C'est un homme... Didier, oui. Voilà, c'est le successeur de Jean Vilar, c'est lui. Il faudrait que je retrouve les rushs des prises loupées sur Quai d'Orsay, de l'immense éclat de rire. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai vu Didier. Non, je l'ai revu une fois après à Montélimar, où il est venu faire une lecture avec Dicia, sa femme. Mais un éclat de rire avec Thierry Lhermitte qui est irrésistible. Bertrand a fini par s'énerver parce que le temps tournait. Il était incapable de faire la scène. Les mecs riaient tellement. Mais c'est drôle, on le voit dans le générique de fin. Il y a quelques petits moments, il y a quelques petits encarts comme ça, où on voit une partie de ce fou rire. Oui, Didier, bien sûr. Didier, nombre de soirées qu'on a pu passer à Aubervilliers. Les mises en scène extraordinaires de Didier, que ce soit l'Aquarium. Didier Bezas dirigeait le théâtre de la Commune. Ouais. Vous avez mentionné L627, que ça a été... Le montage s'est passé comment? Enfin, monter la production de L627, c'était comment? L627, c'est un souvenir de producteur plus qu'heureux. C'est un film que tout le monde nous a refusé. Il n'y avait pas de comédien vedette. Il y avait un scénario que personne n'a su lire parce que c'était une chronique. Ça, quand vous allez chez un investisseur et qu'il dit « mais c'est une chronique, il n'y a pas vraiment de... » Vous savez, c'est le drame maintenant où il faut que, à cause de la télévision et à cause de certains travers comme ça du cinéma, il faut développer tous les thèmes d'un film dès les 5 premières minutes parce que c'est la hantise du zapping. Donc les chroniques, c'est en général très mal vu. Voilà, mais les gens savent pas les lire. Ils ont besoin un peu qu'on leur balise le terrain. Donc c'est un film que tout le monde avait refusé et qu'on a pratiquement financé uniquement à l'instar et nous. Je dis nous, c'était la société qu'on avait avec Bertrand, qui existe toujours, mais qu'il avait créée, qui est Little Bear. Et on avait un peu de trésorerie à l'époque, je me souviens, et on s'est endetté auprès d'organismes financiers parce qu'à part Canal+, personne nous a suivis. Donc on est allé chercher l'argent dans les banques, on a emprunté pour faire le film. Donc on l'a fait avec un budget minimum. Et c'est un film qui nous a fait vivre 15 ans. Parce que l'ayant financé sur nos propres deniers pratiquement, tout ce que ça a rapporté, c'était pour nous. Donc voilà, quand je dis ça nous a fait vivre 15 ans, oui, évidemment, TF1 a voulu avoir le film en première diffusion télévisuelle.
3 ans après sa sortie, ils nous l'ont acheté une fortune. Ils nous ont racheté le deuxième passage plus cher encore. Donc voilà, c'est devenu une espèce de film policier modèle. Ça avait complètement changé. Puis on a eu un attaché de presse à l'époque qui était formidable. C'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Paul Quilles, qui s'est cru autorisé à tout de suite déclarer dans la presse que l'image de la police que montrait Bertrand n'était pas du tout réaliste. Donc tous les syndicats sont montés au créneau. Donc ça a fait une polémique. C'est formidable. C'est pour la sortie d'un film, dès qu'on déborde des pages spectacles et qu'on arrive dans les premières pages du Parisien ou des autres organes, alors là, on sait que c'est gagné, là. Alors, puisque nous avons parlé de Philippe Torreton, on passe facilement au film dont il est le héros, qui est Capitaine Conan. Tu es le héros, mais là aussi, vous avez dit que vous aviez signé énormément de contrats de second rôle, puis il y a aussi pas mal de contrats de premier rôle. C'est quand même une distribution. Oui, c'est une distribution. Voilà, il y a donc, vous avez mentionné, il y a François Berléand, il y a Catherine Claude Rich, il y a Catherine Claude Rich, Rich, il y a, comme on vient d'en parler à l'instant, celui qui joue le lieutenant de 16. Ça va nous revenir dès que notre poussée. Il y a eu Bernard Lecoq, il y avait Samuel Le Bihan, pas mal de comédiens roumains, formidables, dont la petite Iliana, là, qui est la petite pute là, que va voir dans Samourage Capitaine Conan à un moment donné dans Bucarest, qui chante tellement bien. Un jour, elle nous chante cette chanson, je ne sais pas pourquoi, à la fin d'un... Et Bertrand l'a fait enregistrer, c'est la chanson du générique. Ouais. C'était complètement impromptu. Et oui, il y a un paquet de comédiens. Là. J'ai cité, il y a François Leventhal, Laurent Schilling, toute la bande de Conan, il y a Eric Savin, il y a Olivier Lousteau. Enfin bon, Mais ça, pour le coup, le tournage de ce Capitaine Conan, ça a mis Bertrand dans une situation difficile. Moi, j'encourage les gens qui ont le DVD ou qui vont l'acheter, qui l'ont pas encore vu, à regarder le film qu'a fait son film sur le tournage du film, ce qu'on appelle un making-of, qui est plus que ça, parce que c'est vraiment un film d'un fils sur son père. Et il va pas bien, Bertrand, pendant le tournage du film. C'est très difficile. C'est un pays qui sort de là où Ceausescu, c'est 5 ans avant. Le pays s'est pas encore redressé. C'est un pays qui a toutes les difficultés du monde à nous offrir et à nous donner ce qu'on lui demande. Et ce qu'il s'est engagé à donner. Et ce qu'il s'est engagé à donner, évidemment. Ça, je me souviens d'une phrase d'André de Tos rapportée par Bertrand. André de Tos étant un des borgnes d'Hollywood, hein, le grand réalisateur américain. Quand Bertrand lui a dit qu'il allait tourner un film Capitaine Conan en Roumanie, il lui a dit oubliez tout de suite la notion de respect du plan de travail et du respect du budget. Et je me souviens qu'à la fin de Capitaine Conan, Bertrand lui a envoyé un mot en lui disant « J'ai fini le film en temps et en budget ». Et l'autre a répondu « J'avais jusque-là de l'amitié pour vous, maintenant j'ai de l'admiration ». Je ne sais pas si c'est dans sa correspondance, Bertrand, si c'est cité par ses biographes, mais cet échange ça a été très difficile, très très difficile. Je me souviens d'un soir, le décorateur du film glisse un mot sous ma porte, je vais voir. Il est minuit, il rentre du décor où ils ont fait beaucoup d'heures supplémentaires. On tourne dans une gare qui est à la frontière bulgare où on fait toutes les séquences de trains. Il y a plusieurs trains dans Capitaine Conan. Il y a des trains internationaux qui sont verts, puis il y a des trains nationaux qui sont bleus. Détail d'importance. Donc, on avait décidé, parce que c'était compliqué, d'aller dans cette gare-là, Braila, parce qu'elle avait un pont tournant. Donc, on pouvait retourner le train. Donc, on avait demandé à la déco de faire d'un côté vert et d'un côté bleu. Ce qui était très, très malin. Et donc, on glisse ce mot sous ma porte. Je le lis. Et il est écrit « Je ne peux rien garantir pour demain. La météo est pas bonne. Et s'il pleut, ça sera une catastrophe. » Et j'arrive le matin et je demande à Guy Claude François, donc, qui est le décorateur, je dis « Pourquoi tu m'as écrit ça ?» Il était là, il m'a pas regardé, il regardait le ciel. C'était plombé, il y avait des nuages partout. Il m'a dit « J'ai pas trouvé de stock de peinture pour faire le côté bleu du train. J'ai trouvé juste un stock d'encre de Chine avec lequel on a mélangé un peu de plâtre. Tout ça est à l'eau. S'il pleut, ça fout le camp. Et ton train, tu l'as plus. »
c'était une illusion. Donc, il n'a pas plu. Donc, Le train est bleu, c'est la magnifique séquence avec Catherine Rich, Oui. quand elle parle de son fils. Quand elle dit il n'a jamais fait son poids de taille. Son poids de taille. Son poids Il n'a de jamais taille. fait son poids de taille. Ça, c'est des merveilles d'écriture de Jean Cosmos. Avec un monologue. Elle n'a pas beaucoup de scènes dans le film, mais alors, elle s'est donné du mal, parce que je crois que le monologue dure... c'est un plan unique sur elle. Et je crois qu'il y a un contre-champ sur Samuel Le Bihan, mais pas plus. Et ça dure bien 4 ou 5 minutes. Alors, magnifique. dans les scénaristes de Bertrand, on parle beaucoup de Orange et Boss parce qu'il a commencé avec eux, parce que c'est probablement la pierre angulaire des attaques aussi contre lui. À la fois on parle moins, on connaît moins Jean Cosmos, personnage dont j'aimerais que vous disiez quelques mots parce qu'il mérite d'être mieux connu. Il est plus de ce monde. Oui, Bertrand a fait la connaissance de Jean Cosmos, d'après ce que j'en sais, lors des réunions à la SACD. Jean était un grand militant du droit d'auteur. Il avait été un auteur respecté et respectable de la télévision de l'époque bénie, des premiers grands feuilletons, etc. Il avait écrit des feuilletons, dont un qui était Le Juge Fontane, que Bertrand aimait beaucoup. Et il aimait beaucoup cette écriture-là. Il avait un peu exploré les choses avec Jean Cosmos, qui avait écrit pour la télévision une première adaptation de Capitaine Conan, qui ne s'était pas montée à l'époque. Et de fil en aiguille, La vie, rien d'autre est arrivé comme ça. Il lui a proposé d'écrire, parce que c'était un magnifique écrivain sur j'ai pas envie de dire que Jean Cosmos représente pour moi Pour moi, ça représente... Jean Cosmos... comment je vais vous dire ça? Zut, vous me prenez de court. J'aimerais faire un bel hommage à Jean, qui écrivait ses scénarios à la main, avec une écriture extraordinaire, avec les pleins et les déliés, etc. C'était un homme de cette époque-là. Il était très jeune en 14, il est né dans les années 20, 25, je crois. Mais il était l'héritier de ça, de cette France, de l'école publique, de ses pleins et ses déliés, de l'écriture à la plume, etc. Les scénarios de Cosmos, c'est extraordinaire, sont tous écrits à la main. Et il a cette faconde, cette langue française qui lui colle au palais, c'est extraordinaire. J'ai rarement lu des choses aussi belles que celles écrites par Jean. Et voilà, Bertrand avait lu un bouquin de Didier Deninx, je crois, qui parle justement du personnage qui est le personnage que joue Pierre Trabeau dans La vie, rien d'autre, qui est ce détective profiteur de guerre véreux qui fait du trafic de corps pour donner à des familles. Je m'occupe de tout, je les tampons, etc. Vous ne faites rien, je m'occupe de tout, dit-il dans le film. Et il fourguait des corps qu'on retrouvait à l'appel à cette époque-là, qui n'étaient pas identifiables, pour que les familles puissent faire leur deuil. Et puis pour qu'elles puissent toucher la pension. Pour toucher les pensions, pour que les parts des entreprises, que les héritages puissent se liquider, etc., etc. Ce qui est dit dans le film. Mais c'est un tout petit personnage. Et il avait été stupéfait par deux choses, par ce personnage-là et le nombre de morts, de disparus de la Première Guerre. Et ils étaient partis là-dessus avec Cosmos. La recherche du soldat inconnu est extraordinaire dans La vie, rien d'autre, parce que ils ont voulu faire ça justement dans les années 20. Moi, j'avais une grand-mère qui avait fait ça, qui était allée reconnaître ses deux frères, les cadavres de ses deux frères, qu'elle avait identifiés parce que l'un des deux était dentiste et avait fait ses armes de pose des premières couronnes en or sur son frère. Donc, comme ils avaient été rafalés en 1915 dans le même assaut, elle avait retrouvé les deux corps l'un à côté de l'autre. Donc, elle avait été subjuguée par le film. Elle l'avait vu, puisqu'elle est morte très tard. Donc, elle avait vu le film. C'est une merveille d'écriture, ce scénario. Moi, j'en ai peu lu comme ça. Hein. C'est au-delà de tout. Je n'ai pas de mots pour dire ça. Jean Cosmos est aussi un auteur de chansons. Et remarquable auteur de chansons. Et il y a des chansons qu'il a écrites dans le film. Il a été chanté par les frères Jacques. C'était un personnage extrêmement riche et attachant. La lettre de fin de Jean Cosmos.
La lettre de qu'il a fin écrit. est magnifique. Lettre de fin. Ce qui est venu comme souvent dans le cinéma et dans le cinéma de Bertrand, parce qu'il y a des choses qui apparaissent comme ça, il n'était pas content de la fin. C'était un plan sur Sabine, supposé être aux États-Unis, avec une leçon de violon, etc. Elle était professeure de violon, etc. Et puis elle lisait une lettre, et puis c'était sa voix à elle, et puis la lettre n'était pas celle-là. Et Bertrand n'était pas content, et on est allé après le tournage, pendant le montage. Il a eu l'idée d'avoir Philippe comme ça, en gentleman farmer, dans sa campagne, à côté de Carcassonne, là où il avait sa maison. Et puis on commence à tourner, on est 3-4, on fait ces plans-là. Et on a une méhari, on met la caméra dessus, avec juste Alain Chocard, le cadreur. Et tout à coup, on voit, c'était au mois de janvier, et on voit cette espèce de pente douce comme ça, et tous ces ceps de vigne comme ça, alignés comme des croix. Et tout à coup, l'idée jaillit. Et Jean a écrit dessus, post-scriptum, si on avait fait défiler les pauvres disparus de cette incroyable boucherie, je ne sais pas quoi, le défilé n'aurait pas pris moins de 11 jours et 11 nuits, etc. Et là, il y a ce long travelling. C'est extraordinaire. C'est la jonction de choses parfois pas prévues et c'est magnifique. Moi, j'ai pas vu beaucoup de gens ne pas pleurer à ce moment-là. Frédéric Bourboulon, merci. Nous allons reprendre cet entretien que nous diffuserons donc la suite la semaine prochaine pour continuer à explorer le cinéma de Bertrand Tavernier.